Pendant une demi-heure, nous allons revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Notre invitée ce soir est étudiante. La crise sanitaire a donné un sacré coup de poing à sa vie, sa scolarité, ses loisirs. Bonsoir Amandine L'Official. Merci d'être avec nous ce soir, je vous en prie. Installez-vous. Alors, merci. Vous êtes à la tête de l'UNEF en Gironde, l'Union nationale des étudiants de France. Vous êtes en deuxième année de licence de droit. Vous avez 19 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 19 ans en 2021 ? C'est très spécial. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand je suis arrivée à la fac il y a 1 an maintenant, 2 ans. Et voilà, c'est très compliqué. Les cours, c'est pas du tout ce que j'ai pu connaître à ma première année, en tout cas au début de la première année. C'est compliqué parce qu'il se trouve que nos cours sont du coup à distance, donc du coup on n'a pas de contact avec nos professeurs. Ni avec les autres élèves. Voilà, non plus, donc du coup on se retrouve vraiment seul. Et quand on n'a pas vraiment eu le temps de tisser des liens, on se retrouve juste face à nous-mêmes dans des cours, voilà. Même en deuxième année, c'est compliqué et voilà. Alors, cette semaine, il y a une lettre qui a fait beaucoup de bruit, une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. Elle a été rédigée par Heidi, une étudiante strasbourgeoise. Alors, je vais vous en lire un court extrait. À 19 ans, j'ai l'impression d'être morte. La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. Tous mes projets s'écroulent les uns après les autres, au même rythme que mon moral décline. Alors, elle a votre âge, Amandine L'Official, cette jeune femme, 19 ans, comme vous. Ces mots, vous auriez pu les écrire ? Oui, bien sûr. Je me retrouve beaucoup dans sa lettre. J'ai pu la lire 1 fois, 2 fois. Et c'est vrai que j'ai le même sentiment, ce sentiment d'abandon. Voilà, on n'a pas de perspective d'avenir en ce moment. On est privé. On n'a plus de motivation non plus, que ce soit pour les cours, etc. Même pour sortir, on se retrouve vraiment seul. C'est un sentiment d'isolation très profond et que j'ai ressenti à partir du 2e mois après le premier confinement. Vraiment, c'était très compliqué. Et maintenant encore, et puis là, c'est la même chose. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. D'ailleurs, plusieurs études le montrent. Le confinement est très dur à vivre pour les étudiants. D'après la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, 73% des jeunes déclarent avoir été affectés sur le plan psychologique. Le spleen des étudiants, c'est le thème du premier reportage que nous allons regarder ensemble. Et on se retrouve juste après, vous nous donnerez votre réaction. C'est devenu un rituel. Se connecter via une plateforme pour assister à son cours. Pendant 4 heures, je vais être devant mon ordinateur avec une personne qui me parle de ce côté, moi qui retranscris le cours de ce côté. Ou bien se préparer un thé entre amis, faute de lieux publics ouverts. Certes, on a du mal à s'empêcher de voir parce que c'est normal d'avoir une vie sociale, je pense, à notre âge. Ils se nomment la génération sacrifiée. Ces étudiants privés depuis 1 an maintenant d'une vie normale. Alors, même si c'est que par Zoom, je suis contente de vous retrouver. Emma est en 3e année de droit. Au programme de son après-midi, 4 heures de cours derrière son écran d'ordinateur. La première heure, on va bien être concentré. La première pause, on va la savourer. Et au fur et à mesure, ça se dégrade, on va dire. Il faut être honnête. Emma reste motivée. Elle dispense d'ailleurs de bons conseils sur les réseaux sociaux. Mais les retours d'expérience chez d'autres étudiants sont beaucoup moins positifs. Certains m'ont dit, je pense que je vais arrêter là. Je reprendrai peut-être l'année prochaine si la situation va mieux, mais là, c'est pas vivable en fait. Ils veulent pas faire leurs études comme ça. La grande casse serait surtout en première année. Sur le campus de Périgueux, 2500 étudiants sont inscrits. Les désistements n'ont pas encore été comptabilisés, mais ce petit groupe d'étudiants en génie biologique perçoit déjà les effets du confinement. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont abandonné parce que justement, ils n'ont pas créé assez de liens au début, ils n'ont pas eu le temps. Un étudiant qui est tout seul en visio, mais c'est normal qu'il soit en dépression, il stresse et il n'ait plus envie de travailler. Alors, face à cette perte de repères, des cours en présentiel pour les étudiants en difficulté ont été envisagés par le gouvernement. Mais le retour dans les amphis pour la grande majorité n'est pas prévu pour demain. Amandine L'Official, vous êtes donc étudiante en droit, comme l'une des jeunes femmes que nous venons de voir dans ce reportage, et vous enchaînez les heures de cours en visio, alors de 9h à midi et de 13h à 18h. Comment on fait pour tenir à ce rythme-là ? C'est très compliqué. Au début de la journée, ça va, on a de la motivation, on se dit qu'aujourd'hui ça va bien se passer, que voilà, on va tenir tout le cours, sauf que
voilà, comme disait la jeune femme, la première heure, voilà, ça va, on est dans le bain, mais on enchaîne les heures. On a 1 heure à peu près de pause. Donc cette heure, on la consacre quand même pour réviser les cours qui arrivent. Et ensuite, on reprend avec le professeur en visio. Et à 18h, on reprend nos devoirs qu'on a à faire pour la semaine. Donc voilà. ça ne s'arrête jamais. Vous m'aviez dit, vous avez l'impression d'être une machine. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment une machine. C'est qu'on arrive le matin devant notre ordinateur, on le ferme vers 23h, minuit. On reprend le matin, je commence à 7h. Et ensuite, voilà, ça tourne comme ça et ça tourne. Et depuis le début de la crise, en fait, ça ne s'arrête pas. Et c'est ça, on essaie de trouver vraiment... C'est pour ça qu'on a plus de motivation. Au début, on relativisait. Mais quand on voit que les professeurs sont dans la même situation... parce qu'ils nous en parlent aussi, eux, que c'est très compliqué pour eux. Oui, on voit d'ailleurs dans le reportage... C'est ça. C'est très compliqué pour eux, on se dit on n'est pas tout seul et on sait que tout le monde est impacté par cette crise finalement. Dans votre promotion, au début de l'année, vous étiez 400. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est à peu près... là, on a repris, d'autres personnes sont venues, mais on va dire qu'on est entre 350. J'ai vu 200 personnes connectées à un cours magistral. C'est vrai que plus l'année passe et moins il y a de gens qui se connectent. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné l'idée de passer des examens. Ils sont pas venus aux examens en fait. Et voilà, et j'ai eu des témoignages d'étudiants qui sont venus vers moi en me disant bon, j'arrête cette année, je reprendrai quand la crise sera passée. Voilà. Et j'ai moi-même pensé, je me suis dit c'est très difficile. La première année, j'avais vraiment de la motivation. Je suis sortie avec ma première licence avec mention. Et cette deuxième année, je ne sais même pas si je vais avoir. Même pas si je vais avoir mon année finalement, parce que. Voilà. Vous avez beaucoup de revendications. Hein. Le président de la République semble vous avoir entendu. Du moins, c'est ce qu'il a laissé paraître. On aura l'occasion d'y revenir. Il a annoncé plusieurs mesures au lendemain des manifestations qui se sont tenues mercredi un peu partout en France. On revient en images sur cette mobilisation avec ce reportage tourné à Bordeaux. Ils ont 20 ans, l'âge de tous les possibles. Et pourtant, ce qu'ils dénoncent ici, c'est un avenir obscurci par une crise sanitaire sans fin et une désorganisation des études. Et la précarité, ils savent exactement ce que c'est. On a un étudiant sur 2 qui se salarie. Ça veut dire qu'on en a 1 sur 5 qui est sous le seuil de pauvreté. Et ça veut dire que les étudiants en dessous de 25 ans, comme toute personne, n'ont pas droit au RSA. C'est le fait de se coucher à 20h pour sauter le repas du soir, de regarder son compte bancaire 3 fois par jour, de travailler en tant que caissière pendant la semaine de révision des examens et de potentiellement échouer, de m'endetter à une formation d'auxiliaire de vie à plus de 2 000 € au Centre européen de formation parce que c'est privé et c'est à distance pour pouvoir assurer l'année prochaine de continuer mes études. Sans soutien familial, c'est compliqué. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé que seuls les étudiants de première année pourraient enfin reprendre le chemin de la fac à compter du 25 janvier. Mais pourtant, pour certains, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, en fait, la fermeture des facs isole les jeunes, continue de précariser les jeunes, quand en fait la plupart d'entre nous ont perdu leur emploi avec la crise sanitaire. Je viens de recevoir un mail de mon président d'université qui m'a dit « Ah ben les facs, en fait, elles rouvrent pas. » Parce que en termes d'organisation, pour le moment, c'est trop compliqué, donc avant 4 semaines, il ne se passe rien. Donc pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je reprends la fac, je ne sais pas comment je reprends la fac, et je ne l'ai pas fait pendant 1 an, ça fait 1 an que je n'y suis pas allé parce qu'elle a été soit fermée, soit j'étais plus là. Donc je fais partie d'un étudiant sur 6 qui a abandonné la fac. Cette manifestation est le prélude à la mobilisation de l'ensemble des personnels de l'éducation annoncée pour le lundi 25 janvier. Vous y étiez à cette manifestation, Amandine Officiel, d'ailleurs vous venez de vous voir sur ces images. Je le disais juste avant, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures. Présence à l'université au moins 1 fois par semaine, 2 repas par jour à 1 € dans les restos universitaires, un chèque psy pour que les étudiants puissent consulter un psychiatre ou un psychologue. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu ces mesures ? La première chose que je me suis dit, c'est insuffisant. Dès qu'on a vu les mesures une à une qui allaient être prises, c'est insuffisant. La première chose, c'est le Resto U. Il faut savoir que 50% des Restos U sont fermés. Donc c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants ne vont pas pouvoir accéder à... Voilà, ne vont toujours pas pouvoir manger à leur faim, encore une fois. La deuxième chose, c'est le psychologue. Pareil, il y a beaucoup d'étudiants isolés qui n'auront même pas conscience qu'il existe ce chèque. Ce qu'il faut vraiment, c'est que le personnel du Crous, ou en tout cas le personnel de l'université, aille directement vers les étudiants dans les CTU, les étudiants isolés qui ont, eux, même pas eu le temps d'avoir des liens avec les autres étudiants.
Il nous a aussi recommandé de veiller les uns sur les autres, que c'était un devoir, bien évidemment, sauf que quand on n'a pas de contact humain en fait, avec les personnes, qu'on ne les voit plus, c'est très compliqué de savoir s'il va bien ou pas. Voilà. D'ailleurs, plusieurs étudiants ont tenté de se suicider ou même se sont suicidés ces derniers jours. C'est ça, et quand on nous propose un chèque psy, je veux dire, c'est vraiment pas suffisant, quoi. Et je prends pas de risque en vous disant qu'il y en aura sûrement d'autres, parce que c'est pas un ticket de resto U et un chèque psy qui va aider vraiment les étudiants. Nous, ce qu'on demande, ce qu'on revendique, c'est une augmentation des bourses. Pourquoi ? Le plus haut seuil de bourse, c'est 561 € par mois sur 10 mois. Et on est d'accord qu'avec un loyer à 200 € et avec les charges, le téléphone, les assurances, voilà, tout ce que doit payer un étudiant, c'est largement pas suffisant et c'est ce qui précarise les étudiants. Il ne reste plus grand-chose à la fin. D'ailleurs, pour pouvoir manger, les étudiants se tournent parfois vers des associations. C'est le cas notamment à Périgueux, ville que vous connaissez bien puisque vous êtes originaire de Dordogne, où le Secours populaire livre chaque semaine des colis alimentaires sur le campus. Regardez. En plein cœur de l'hiver, la vie étudiante semble comme paralysée, figée depuis le second confinement. Les volets des résidences sont fermés, les cours sont en distanciel et le restaurant universitaire est clos depuis plusieurs mois. Seul mouvement dans la semaine, l'arrivée du bus du Secours populaire. Un peu de raisin, ça te dit ? Allez. Ce matin-là, ils ne sont qu'une quinzaine à avoir fait le déplacement. Mais parfois, ils sont 50, voire plus, à venir chercher de la nourriture. Manon allait voir régulièrement ses parents, histoire de faire le plein du frigo. Mais depuis la Covid, elle garde ses distances et vient ici chaque semaine. Heureusement, il y a les appels qui aident, qui payent la moitié de mon loyer. Mais ça revient quand même à 200 € par mois. Après, j'ai mon assurance de ma voiture, tout ça. Et du coup, pour la nourriture, ça laissait très peu. Donc, il m'est arrivé à avoir... il me restait 50 € pour manger pour le mois, quoi. Pour 1 € symbolique, ces étudiants repartent avec le sac plein de nourriture. Un dépannage qui semble s'installer dans la durée. C'est de plus en plus prégnant ici et ailleurs. Il n'y a pas qu'au Crous, il y a dans la ville, dans d'autres établissements et dans nos permanences d'accueil également. Moi je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai qu'à la fin du mois on n'a pas forcément les moyens en tant qu'étudiant. Moi personnellement j'ai déjà dû déménager pour mes études. Donc je suis loin de mes parents, loin de ma famille. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, quoi. Comment alors le confinement a-t-il creusé les inégalités ? En quelques mois seulement, les étudiants se sont retrouvés isolés socialement, mais aussi professionnellement. Tous les restaurants et les bars qui sont fermés, certains d'entre eux travaillaient comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver quelque chose qui permettait quand même de les aider, sans oublier aussi qu'on a pas mal, on a tout le service social du Crous de Bordeaux-Aquitaine qui peut leur venir en aide en déployant des aides financières d'urgence pour les aider dans leur quotidien. Selon une étude de l'Inspection générale des affaires sociales, depuis la crise sanitaire, 20% des étudiants vivraient en dessous du seuil de pauvreté en France. Ça fait donc un étudiant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. À l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, que vous représentez en Gironde, il y a aussi d'autres organisations qui demandent l'ouverture du RSA aux étudiants. Il y a urgence là aujourd'hui. Oui, exactement. On le demande depuis longtemps déjà, mais surtout en période de crise. On demande des mesures d'urgence pour parvenir à affronter cette crise en tant qu'étudiant. Et le RSA pour les moins de 25 ans, c'est la solution. De façon temporaire, par exemple ? Là, surtout de façon temporaire, ça serait vraiment la solution. Parce que les étudiants, juste avec leur bourse, les parents ont souvent aussi des difficultés, puisque la crise impacte tout le monde. Donc les étudiants ont aussi besoin de cette autonomie, en fait, par rapport à leurs parents, au-delà des bourses, puisqu'ils ont énormément d'étudiants ont perdu leur emploi. Et j'ai encore un ami qui m'a contacté et qui m'a dit que ça fait depuis septembre qu'il cherche un emploi et qu'il n'en a pas. Et qui, du coup, abandonne son appartement pour retourner chez ses parents en campagne. Et ça, c'est pas le seul, c'est pas un cas isolé. Il y a énormément d'étudiants qui doivent retourner loin de leur faculté, loin de leur ville d'études,
pour voilà, et par souci économique. Oui, c'est ça. Et donc du coup, par rapport à l'aide alimentaire que j'ai pu voir, effectivement, on a vu la file d'attente du des Restos du Cœur s'allonger au fur et à mesure en fait. Et ça n'en finit pas et c'est très grave, quoi. Alors intéressons-nous maintenant aux futurs étudiants. Alors depuis mercredi, les élèves de terminale peuvent se connecter sur Parcoursup pour formuler leurs vœux d'orientation. Mais la crise sanitaire s'invite là aussi, hein, vous l'avez bien deviné, puisqu'ils ne peuvent pas se rendre dans les traditionnels salons de l'étudiant, des salons qui, cette année, se déroulent sur Internet. Arpenter les allées du salon de l'étudiant sans quitter son bureau. Ces élèves de terminale découvrent l'interface, leur souhait d'orientation déjà bien fixé. Kinésithérapie. Là, j'arrive quand même à trouver ce que je cherchais. Les visiteurs ont accès en ligne à toute l'offre de formation disponible en Nouvelle-Aquitaine par secteur d'activité. Donc là, j'ai trouvé une école qui m'a l'air très intéressante, avec des stages à l'extérieur réalisés en France et en Espagne. Donc ça peut être un bel objectif pour l'avenir. Plus de 250 stands accessibles et parmi eux, les 5 cursus de BTS de ce lycée à Poitiers. Le responsable, c'est lui-même chargé de la conception du stand. Vous voyez qu'on peut mettre des petites vidéos donc faisant la promotion de notre établissement, le logo de l'établissement, bien évidemment le nom de l'établissement. Mais une récente expérience de salon virtuel lui a montré que la prise de contact est difficile. Beaucoup de personnes sont passées virtuellement sur le salon, mais peu ont accepté la prise de contact téléphonique ou la visio ou le chat. C'est pas si simple de donner son numéro de téléphone à quelqu'un, d'avoir un adulte avec qu'on va avoir au téléphone et avec lequel on aura du mal peut-être à échanger. De leur côté, les organisateurs vantent un autre atout de la dématérialisation, une durée allongée, alors que la procédure des vœux post-bac Parcoursup démarre mercredi. C'est surtout un salon qui va durer 1 mois, donc il sera en ligne jusqu'au 14 février. Et durant 1 mois, les lycéens pourront venir quand ils le souhaitent. En tout cas, ça permet le temps de la réflexion et le temps de l'échange et de la récupération d'informations. Bien que satisfaits du salon virtuel, ces futurs étudiants l'avouent, ils auraient préféré pouvoir rencontrer leurs futurs enseignants. Il y a mieux pour s'orienter. Cette difficulté, vous y êtes aussi confrontée en tant qu'étudiante. Vous n'avez plus contact avec vos profs, les intervenants extérieurs pour vous donner quelques clés sur votre orientation future. Exactement. En première année, j'avais l'habitude d'aller voir les professeurs directement en face pour leur demander leur parcours, etc. J'aimais beaucoup discuter avec eux. Sauf que là, c'est très compliqué. Rien que pour leur envoyer des mails et pour qu'ils répondent, c'est du challenge. Et je comprends exactement, c'est encore plus dur, je pense, pour eux, puisque eux, ils doivent choisir vraiment une orientation définie, c'est-à-dire qu'ils aient un domaine. Donc vraiment, je comprends, c'est très compliqué, pour nous aussi d'ailleurs. Alors Amandine, l'officiel, vous restez avec nous. On referme cette page consacrée au mal-être des étudiants pour nous intéresser aux autres temps forts de l'actualité de la semaine dans notre région. Avec à la une, vous vous en doutez, le début de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans. Un démarrage plutôt chaotique, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné à Limoges. Vous pouvez y aller sans crainte. Roselyne et Jean-Pierre Chazela n'ont pas hésité à se faire vacciner. Ils ont même été très rapides pour prendre rendez-vous la semaine dernière dès l'ouverture des réservations. C'est le cas de tous les plus de 75 ans présents cet après-midi au centre de vaccination du CHU. On a pris le rendez-vous le matin de bonne heure, vers 9h. Et donc ça a été très rapide. Il y avait plusieurs créneaux, on a pu choisir. Je pensais que ça allait être très long et compliqué et peut-être voué à l'échec. Et en fait, ça a été très rapide, très facile et concluant, la preuve. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Les équipes soignantes le constatent déjà. De ce que nous disent les personnes, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se connecter à la plateforme et que dès qu'ils veulent se connecter, en fait, on leur dit que les rendez-vous sont déjà pris. Le centre de vaccination de la mairie de Limoges ouvre ce mercredi. Avant même les premières piqûres, il n'y a déjà plus de place avant 3 semaines. Le centre d'appel a été mis en pause. Il nous paraissait peu opportun de continuer à laisser croire aux gens qu'ils allaient avoir un rendez-vous rapidement à partir du moment où nous sommes déjà en saturation de notre capacité. La maison de santé de Boussac vaccinera à partir de vendredi. Elle a été submergée par les demandes sur Internet faites par des personnes qui ne respectent pas toujours les critères de priorité et qui parfois appellent de très loin.
On m'a cité Bergerac, Bordeaux. Enfin bon, voilà, ça c'est complètement inconséquent, quoi. Je veux dire, on n'arrive même pas à servir des patients qui viennent à la MSP de Boussac. À Boussac, les personnes qui n'ont pas eu de rendez-vous seront rappelées. Et dans toute la région, il faut maintenant patienter avant l'ouverture de nouvelles lignes de vaccination. Attendre aussi l'arrivée de plus de doses. Les réservations devraient être plus simples d'ici 15 jours. Alors, on garde le moral. Il n'y a même pas un petit malaise vagal, rien. C'est génial. C'est très bien. Amandine, l'officiel, une semaine que la France vit au rythme du couvre-feu à 18h. Alors j'imagine que ça ne doit pas être évident pour vous, tout comme pour les commerçants à Bayonne. L'une de nos équipes a été à leur rencontre pour constater les effets de cette nouvelle mesure. Ouverture plus tôt, journée continue, les commerçants tentent de s'adapter au couvre-feu, mais après quelques jours, difficile de dresser un premier bilan. Le soir, on ferme plus tôt, on n'a plus la clientèle de sortie de bureau, qui n'est pas compensée entre midi et 2. On est quand même sur un centre urbain où les gens n'ont pas la possibilité de faire leurs courses le midi et de stocker leurs marchandises et leurs produits frais. Donc on aura vraiment une visibilité dès la fin de la semaine. Pas évident pour les commerçants, difficile aussi pour la clientèle. Ce couvre-feu à 18h n'est pas très bien vécu. Il faut qu'à 18h je sois chez moi. Donc c'est sûr que c'est un stress. On sent que tout le monde se dépêche en regardant sa montre. J'entendais tout à l'heure dans un autre magasin des réflexions. Vite, vite, il nous reste 1 heure de liberté. Ici au centre commercial BAB2, on sait déjà que la fermeture à 18h au lieu de 20h va générer 25 à 35% de clientèle en moins et la suppression de plusieurs contrats de CDD embauchés d'habitude pendant les soldes. Les clients se sont fait plaisir à Noël, donc les chiffres d'affaires ont été bons, donc nos clients et nos commerçants avaient la pêche. Là, il y a quand même une certaine inquiétude parce que on vit au jour le jour avec les annonces gouvernementales. Et un couvre-feu, est-ce que ça prédit un nouveau confinement ou pas? Donc oui, on est un petit peu inquiet forcément. Alors les commerçants ont tapé fort dès le premier jour des soldes, moins 50, moins 70% contre moins 30% habituellement, car il n'y aura pas de deuxième ou de troisième démarque. Et malgré cela, l'humeur n'y est pas vraiment. C'est moins tranquille que les années précédentes. Moins de plaisir que l'an dernier? Plus spécial. Voilà, il est 17h30 et cette allée du centre commercial BAB2, bondée en période de solde normalement, est pratiquement déserte et le rush est désormais à l'extérieur. Pas d'embouteillage de caddies dans les magasins, mais plutôt sur les axes routiers dès 17h30. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce couvre-feu à 18h ? Mais disons que je dois m'organiser différemment pour faire les courses, par exemple. Maintenant, je ne peux plus le faire le soir parce que le soir, j'ai cours jusqu'à 19h des fois. Alors comment vous faites? Parce que vous n'avez qu'une heure de pause entre midi et 2, il faut jongler avec les horaires. Oui, c'est ça, exactement. Soit c'est le matin très tôt, ou soit voilà, c'est vers midi. Et puis j'ai aussi un conjoint aussi qui m'aide puisque lui, il ne travaille pas. Donc du coup, souvent, c'est lui qui va faire les courses. Voilà, c'est ça. Mais c'est très stressant aussi parce que du coup, moi, je suis pareil, je regarde tout le temps ma montre, je regarde précisément si j'ai le temps de faire ça, etc. Et du coup, des fois, j'annule, je me dis, il est 17h, bon, je vais pas avoir le temps d'aller faire ça, etc. Parce que mine de rien, les 2 heures qu'il vous restait en plus, lorsque le couvre-feu était à 20h, ça vous laissait un peu plus de liberté. C'était parfait parce que, pour moi, ça allait parce que j'avais le temps d'aller soit un coup à la bibliothèque ou un coup aller faire des courses tout simplement pour le soir. Parce que là, c'est plus possible. Et voir d'autres étudiants aussi, j'imagine, parce que là, vous êtes aussi privé de ce lien social. Exactement, oui, c'est ça. Là, on va dire que je me baladais assez peu quand même, parce que je fais très attention. Et sinon, oui, j'allais marcher. Souvent, j'allais marcher à peu près vers 19h. C'était quotidien, en fait. J'allais marcher un peu sur les quais à Bordeaux, puis je rentrais, et alors là, c'est plus du tout possible, quoi. J'enchaîne directement. À la fin des cours, je reste chez moi. On parle beaucoup en ce moment d'un possible reconfinement. Est-ce que ça, c'est une perspective qui vous inquiète ? Oui, beaucoup. Le confinement, ça a été très compliqué pour moi, le premier, et le deuxième encore plus. Et pour être honnête, ça m'inquiète. Ouais, ça m'inquiète vraiment. Je me dis, ça va être pire pour mes cours. Ça va être vraiment, du coup, isolé, et encore plus. Et du coup, je pense que beaucoup d'étudiants, ça va. Moi, on va dire que je m'en sors mentalement. Par rapport à d'autres, je pense que je m'en sors. Mais je pense surtout aux autres étudiants. Le troisième confinement, ça va être catastrophique. Et justement, vous pensez aux autres étudiants, est-ce qu'il y a de l'entraide entre vous ? Oui, alors, on va dire pour les cours, oui, on peut s'entraider, réviser ensemble, à distance, souvent, c'est ce que je fais. Mais en tout cas, pour les devoirs qu'on a à faire par semaine, les TD,
on n'a pas le droit de travailler ensemble notre devoir. C'est totalement individuel, on nous l'a demandé, que voilà, on ne s'échange pas nos idées, etc., qu'il n'y ait pas de copie, parce que sinon il y a plagiat et il y a un logiciel qui est créé justement pour éviter qu'on voit ensemble nos devoirs. Et donc du coup, pas tellement non plus. Alors Amandine, l'officiel, on va regarder un dernier reportage avant de terminer cette émission. Direction les cuisines des chefs étoilés. Et oui, car cette semaine, l'emblématique Guide Michelin a publié sa liste des étoilés 2021. Bon, merci à tous, bravo à tous. Alexandre Baumard est un chef comblé. Le guide Michelin vient de lui décerner une étoile pour son second restaurant, l'Observatoire du Gabriel à Bordeaux. En 2017, il avait déjà décroché sa première étoile pour le logis de la Cadenne à Saint-Émilion. À 33 ans, le voici désormais à la tête de 2 restaurants étoilés. À Saint-Émilion, on est 30. À Bordeaux, on est un peu plus d'une quarantaine. Ça fait quand même une grande famille et c'est une belle récompense pour eux tous. Plus que pour moi, limite, parce que sans eux, je ne serais rien. L'année 2020 aura été une année particulièrement compliquée pour les restaurateurs. Les 2 fermetures administratives ont laissé la part au doute. Dans son restaurant bordelais, Alexandre Baumard n'a eu qu'un mois et une semaine pour convaincre. Alors ce matin, l'émotion était trop forte. J'ai jamais autant pleuré, en fait. Encore plus qu'en 2017. Parce que je pense que voilà, j'y croyais pas, je m'y attendais plus, je sais pas. Il y avait ce fait d'ouvrir aussi peu, voilà, c'est une remise en question permanente et de se dire est-ce qu'on a été à la hauteur. Pas de déclassement cette année. Les 3 primo-étoilés à Bordeaux l'an passé ont su conserver leur étoile. C'est le cas de Victor Ostronzac qui n'a pas pleinement tiré les bénéfices de cette prestigieuse distinction. Une étoile, ça se profite surtout au départ. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir pu en profiter, parce que la première fermeture est intervenue très rapidement, du coup, on n'a pas eu cette sensation de profiter de cette étoile, alors que on s'était donné du mal pour l'avoir. Les restaurateurs attendent avec impatience l'autorisation de rouvrir pour enfin savourer leur étoile. Amandine, l'officiel, c'est la fin de cette émission, mais avant de se quitter, un dernier mot sur le mal-être des étudiants. Le chef de l'État vous a donné un horizon cette semaine, un possible retour à la normale au mois de septembre. Ça fait loin quand même, c'est une date trop lointaine. Oui, je pense que septembre, c'est quand même loin, sachant qu'on attend depuis mars dernier. De mars à septembre, vraiment, je pense que ça va être très difficile pour tous les étudiants, et particulièrement dans mon cas. Je pense qu'aussi, si on a un jour, j'espère avoir un jour par présentiel, de cours par présentiel, je pense que vraiment ça va être difficile. Certes, on a l'été, on aura 1 ou 2 mois, mais je pense que ça peut être compliqué. Oui. Puis là, c'est pareil, ce retour en présentiel, oui. il n'est pas sûr, c'est au bon vouloir des établissements. Exactement. Nous, ce qu'on a demandé, c'est avoir 50% en présentiel, 50% distanciel, et on n'a pas du tout ce résultat-là. Et ça serait bien plus facile pour les étudiants et bien plus... comment dire ? Je pense qu'un jour par semaine, c'est trop... Jusqu'à septembre, c'est beaucoup trop peu, en fait, pour renouer le contact social. Quelles seraient les 3 clés là, pour tenir le coup jusqu'au bout, jusqu'à peut-être septembre Déjà, reprendre ses études, parce que tous les étudiants attendent ça, reprendre un contact avec les professeurs, pouvoir retourner à une vie sociale, et voilà, tout en respectant les gestes barrières, pardon. Mais voilà, renouer le contact social avec ses amis, les étudiants, etc. Et pour moi, ça serait avoir une perspective d'avenir aussi. Surtout, qu'on retrouve la motivation de savoir pourquoi on fait ces études-là, et avoir des contacts, par exemple, avec les professionnels, dans mon cas, par exemple, du droit. Pour pouvoir vous orienter plus tard, qui puisse répondre à vos questions. Exactement. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés ce soir. Vous aurez 20 ans le 12 février prochain. Alors, je vais conclure avec ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, pas sûr que ce soit infiniment plus simple en 2021. Je vous souhaite du courage. Je le rappelle, vous êtes la présidente de l'UNEF de la Gironde. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une très belle soirée sur Noir.